Et donc, je me suis dit, de quoi je parle? Je parle de l'incarcération des Noirs, d'un aspect de l'esclavage, ou encore toute l'histoire à Hollywood là, sur l'absence de Noirs. J'aurais pu parler de tout ça, puis finalement, je me suis dit, non, j'ai envie de parler de d'autres choses. J'ai envie de parler de quelque chose qui célèbre. Et je suis partie de cette phrase des années 70, « Black is beautiful », même si l'histoire que je vais vous raconter, c'est pas une histoire qui est très belle. C'est plutôt même une histoire qui est laide. Hein? L'histoire de la laideur qu'on va longtemps associer au noir et qui perdure dans une certaine mesure, beaucoup moins qu'à d'autres époques, dans la culture contemporaine. Et je vais faire ma dette intellectuelle parce que moi, j'ai pas tout écrit ce que je vous dis. Je vais vous dire d'où ça vient. Une historienne qui s'appelle Stephanie Kent, c'est une Américaine, qui est morte tout récemment dans la quarantaine de cancer. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je fréquente son œuvre depuis plusieurs années. Puis elle a publié, juste avant de mourir, un texte, ou après qu'elle soit morte, en fait, mais avant de mourir, elle a fini un texte. C'était le projet d'un livre qui s'appelait, justement, « Black is Beautiful », sur l'histoire du pourquoi, dans l'histoire, on a souvent associé les Noirs à la laideur. Et j'ai adapté son texte pour donner ma conférence, ça ne vient pas tout de mon cerveau magnifique, mais beaucoup de cette Américaine-là, qui, je pense, ne parlait pas du tout français, fait qu'elle ne comprendrait rien de ce que je dis. Et la plupart des américanistes aussi, mais quand même, une dette intellectuelle, hein, c'est les notes de bas de page, il faut les mettre, très important. Très important. En 1962, là, on est au cœur du mouvement des droits civiques. Le moment où les Noirs là, réclament aux États-Unis leurs droits. On est 1 an avant que Martin Luther King réunisse des dizaines de milliers de Noirs à Washington, puis qui dit son discours « I have a dream ». On est là. Et on a James Baldwin, qui est un auteur très important de la Renaissance noire aux États-Unis, qui réfléchit dans le magazine New Yorker, qui est un grand magazine américain, du temps passé, alors qu'il était un jeune homme, à traîner avec ses amis d'enfance dans les ruelles du quartier dans lequel il a grandi. C'était des ruelles mal famées, hein. Ils me disent des ruelles souillées de vin et d'urine. Réfléchissant à ses nombreux amis d'enfance qui étaient tombés dans la drogue, l'alcool, la criminalité, il écrit « Qu'est-il advenu de toute cette beauté? Le peuple noir, bien que je sois conscient que certains d'entre nous, noirs et blancs, ne savent pas encore, est très beau. » Il écrit en anglais « For blacks are very beautiful », c'est ça qu'il écrit. Comment se fait-il qu'en 1962, Baldwin avait besoin d'affirmer que le peuple noir était beau? D'où vient l'idée que les Noirs sont moins que beaux? Est-ce qu'elle vient de loin? Est-ce que les Noirs ont cherché à contester cette idée? Et pourquoi c'est important de parler de ce préjugé-là sur la beauté ou l'absence de beauté des Noirs? On peut répondre à cette question-là en se mettant à l'écoute des multiples voix, blanches et noires, qui ont débattu depuis 5 siècles qu'on en parle, de ces questions, du moment où les Européens ont commencé à voyager en Afrique et à rencontrer un nombre important d'Africains. Et ces questions-là ont continué jusqu'à tout récemment. Quand il y a eu l'attaque de Sony par la Corée du Nord, on a vu que les hauts représentants de Sony faisaient des blagues sur la laideur de Barack Obama. Moi, Barack Obama, en shirt, je le trouve bien cute. Hein? Mais, puis Michelle Obama, il y a beaucoup de gens qui vont dire à quel point c'est une femme hein, qui est belle, qui est resplendissante, etc. Mais les leaders de Sony parlaient de la laideur d'Obama. Je ne sais pas si vous avez vu ça quand c'était sorti, parmi d'autres éléments. Donc, ce n'est pas une idée juste de ces leaders de Sony-là, c'est un trope qui traverse l'histoire de façon assez complexe, mais qui est construit et qu'on peut localiser à un moment précis. Et cette histoire-là, on pourrait la raconter du point de vue des Français, des Anglais. Moi, je vais la raconter du point de vue anglo-américain, parce que je suis une américaniste. Et c'est une histoire qui débute bien avant
les États-Unis. Je vais vous rappeler, les États-Unis sont fondés en 1607. Premiers esclaves arrivent en 1619. Ils font leur indépendance en 1776, mais avant ça, c'est une colonie britannique, donc c'est aussi l'histoire des Anglais dont je vous parle. L'histoire de la définition de la beauté, de la laideur sur les corps africains, ça commence dans les écrits de voyageurs qui vont faire du commerce avec l'Afrique, qui écrivent pour les gens qui les commanditent, pour leur dire à quel point les opportunités d'affaires sont bonnes, mais qui écrivent aussi plus largement à un public savant, qui vont les lire pour voyager avec eux. Et donc, ils vont décrire ce qu'on va rencontrer sur place, on va rendre compte de nos voyages. Et leur rapport en provenance d'Afrique sur les Africains, c'est des rapports complexes, troubles, beaucoup plus compliqués que les discours qu'on va voir apparaître plus tard. Dans un premier temps, c'est comme si on demande à chacun d'entre vous de donner votre opinion sur quelque chose de neuf. Vous allez tous avoir une opinion différente, parce que personne ne vous a dit quoi penser. Et au départ, c'est ces visions multiples qui existent. Et ces publications-là, c'est des journaux de voyage, vont débuter une conversation quant à la nature des corps africains et l'esthétique de ces corps. Et dans ces récits-là, on va décrire les corps, on va les dessiner et on va mettre en place des expériences visuelles. J'insiste beaucoup sur la vision, la vue, la description, ce qui est perçu parce que c'est tout ça qui va construire aussi notre imaginaire. Puis vous allez le voir se défiler dans quelques minutes. Et dans les descriptions, on parle beaucoup du corps. On pourrait rencontrer quelqu'un et parler de son rire, de la façon dont il parle, de sa famille, hein, de ses goûts, sans parler de son corps. Mais dans la description des Africains, on parle énormément du physique. Énormément. Et c'est seulement à partir de la fin du 18e siècle qu'on va se mettre à problématiser le corps des Africains. Qu'on va se mettre à vouloir les catégoriser et à vouloir offrir qu'une seule vision du corps des Africains. Et ça commence à partir des Lumières. Je reviens dans quelques instants. On va fabriquer du sens et de l'ordre à partir des observations visuelles. Et ça vient de la période des Lumières dans laquelle la vue, c'est plus qu'un sens, c'est une façon de connaître. Par la vue, on connaît quelque chose. Une fois qu'on va être rendu au 19e siècle, au 19e siècle, les États-Unis sont bien installés. Au 19e siècle, les Américains vont avoir 4 millions d'esclaves. 4 millions, c'est énorme. Et à ce moment-là, on va avoir une définition très, très limitative de ce que c'est le corps noir, le corps africain ou d'origine africaine. Et plus que jamais, les signes visuels de l'identité raciale, parce qu'on commence à parler de race, la couleur de la peau, la texture des cheveux, les traits faciaux vont venir à déterminer ce qu'est l'individu et ce qu'elle est sa destinée. C'est pourquoi, quand on va vouloir déconstruire l'ordre racial, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, on va travailler à déconstruire la logique visuelle qui a été construite au 19e siècle. Et parler de beauté, dans la beauté c'est tellement superficiel, mais dans l'histoire américaine, on ne peut pas parler d'esclavage, de ségrégation, de déségrégation, sans parler de beauté. C'est impossible. Parce que, à plusieurs niveaux, la beauté, c'est le pivot de la vie noire, de la conscience noire, de la politique noire.
De nombreux auteurs, et je reviens ici encore à James Baldwin, ont eu beaucoup de choses à dire sur la beauté et sur d'autres thèmes, mais ils vont poser toujours cette question-là, ce doute, hein? Est-ce que le corps noir est beau? Comme, moi je peux me voir demander, hein, est-ce que je suis grosse? Dans une insécurité très très profonde. Ou est-ce que j'ai la grosse là-dedans plutôt? C'est plutôt ça la question. Et on va parler ici d'un concept qui ne se traduit pas du tout en français, la blackness, on pourrait dire la noirceur. Mais la blackness étant le fait d'être noir, comme la whiteness, c'est le fait d'être blanc. C'est des concepts qui sont très utilisés dans le monde anglo-saxon. L'histoire de la blackness et de la beauté, c'est une histoire qui est laide, profondément. Une histoire si laide que très très peu d'historiens ont cherché à l'adresser, même si tout le monde en a entendu parler. Même si tout le monde est frappé par ce que cette peur d'être laid fait et les gestes que les gens posent quotidiennement. On s'est surtout intéressé aux pratiques et aux standards de beauté au tournant du 20e siècle, quand il y a eu des entrepreneurs noirs qui ont capitalisé sur l'insécurité des Noirs pour devenir dans les premières fortunes afro-américaines, en vendant des lotions pour se pâlir la peau, pour se défriser les cheveux. Ça, on a beaucoup documenté ça. Mais sans documenter la signification de ces entreprises-là, c'était des super entrepreneurs qui ont fait fortune et qui se sont bien intégrés, mais c'était plus compliqué que ça, finalement. Il faut comprendre que ça, avec quoi on gère, c'est un idéal de beauté suprémaciste blanc. De la même façon que le KKK, c'est l'idéologie suprémaciste blanche. L'idéal de beauté auquel les Noirs, partout, sont soumis, c'est cet idéal-là. On peut même l'étendre à l'Asie, dans une certaine mesure aussi, à d'autres peuples du monde. L'histoire de la beauté noire, ce n'est pas l'histoire d'une connaissance perdue ou retrouvée. On ne redécouvre pas une histoire ancienne. C'est l'histoire d'un débat. Et les gens ont toujours débattu sur la nature de cette histoire-là. Il n'y a rien d'éternel quant à notre perception de la beauté. On n'a pas toujours pensé la même chose du corps des Noirs. C'est quelque chose qui est construit, qui a été répété, réitéré, mais aussi vigoureusement débattu, parce qu'il y a toujours eu des Noirs et aussi des Blancs qui ont contesté l'idée que les Noirs étaient laids. Et je vais retourner à l'image, la première image. Ici, vous l'avez sûrement reconnu, Lupita Nyong'o, je ne sais pas sûr comment on prononce son nom. Mais ma fille, ma jeune fille de 12 ans, chaque fois que ma fille voit cette femme, elle est émerveillée de sa beauté. Puis moi, les premières fois que je l'ai vue, c'est une Africaine. Elle est quand même différente des mannequins qu'on nous propose, qui sont plus mélangés. Je n'avais pas d'opinion forte, mais à force d'entendre ma fille dire à quel point elle la trouvait donc formidablement belle et qu'elle voulait y ressembler, ma fille, c'est une petite chantelle. C'est là qu'on voit vraiment à quel point la beauté, nos repères sont construits. Ils sont construits de plusieurs façons. Les idées américaines, blanches et noires sur les corps noirs, sont enracinées dans des idées qui remontent à l'Antiquité. Et aussi aux façons médiévales de concevoir la nature humaine en termes de dualité. Par exemple, on parlait de clarté et de noirceur, de propre et de sale, de beau et de laid, et on associait bien évidemment le côté sombre, tout ce qui était laid, noir, sombre allaient ensemble. Donc on retrouve ça un peu à l'époque médiévale, dans l'Antiquité, mais ça ne veut pas dire qu'on avait déjà des opinions très très déterminées sur la beauté et la noirceur. Quand les premiers Européens vont commencer à commenter sur le corps des hommes et des femmes africaines, ils vont noter plusieurs choses. D'abord, que leur peau semblait douce et brillante. On a beaucoup de la peau qui brille en Afrique. Le sourire des femmes qui était radieux et séduisant. Les coiffures savamment attachées, comme on n'en voyait pas en Europe à cette époque-là. Ça, c'est des choses qui sont admirées dans les récits de voyage.
Et ce qui est assez remarquable, c'est la variété des Africains qu'on voit. On décrit plusieurs types d'Africains. Puis bien évidemment, l'Afrique, hein, c'est un continent. Et il y a vraiment une très grande variété humaine. Et on retrouve toute cette variété-là décrite. Il y a les Noirs considérablement noirs, ceux qui sont bruns ou ceux qui sont plutôt jaunes. Il y a ceux qui sont bien formés, de belle apparence, droits, très beaux, mais aussi des Noirs qui sont monstrueux et rudes, voûtés, laids. Bon, il y a vraiment une description de toutes sortes de corps qui se retrouvent dans le même récit. De la même façon que si vous rencontrez un groupe d'humains, vous le décrivez à quelqu'un d'autre, vous allez voir des gens beaux qui vont vous plaire, puis des gens qui vont moins vous plaire. Et hein, vous rencontrez un monsieur avec une grosse bedaine, très poilu. Alors, vous n'allez peut-être pas donner la même description que si vous voyez un athlète. Hein? On s'entend là-dessus. Mais donc, dans ces récits-là, la variété de descriptions existe. Et les Européens ne perçoivent pas les Africains comme Africains, comme un seul groupe d'individus. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, mais comme une variété de peuples qui étaient différents les uns les autres par leur corps, la couleur de la peau, mais aussi la culture. C'est seulement avec le temps que les Africains deviennent être perçus comme un seul groupe. Quand ça devient pratique pour les Européens de les voir comme un seul groupe. Et ici, on a une image qui date d'après la période dont je vous parle, et c'est une image tout à fait colonisatrice. C'est l'Europe qui est soutenue par ses sœurs amérindiennes et africaines pour son développement. C'est une image colonisatrice. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que les corps des trois femmes sont différents, mais toutes les trois, on peut dire qu'ils sont beaux. Hein, il y a quand même une vision esthétique des trois corps qui sont représentés, même s'ils sont quand même distincts dans leur façon de les représenter. Ce type d'image-là va disparaître un peu plus tard. On va avoir de moins en moins. Avec cette appréciation qu'on peut dire alternée ou complexe de la beauté des Africains, elle va disparaître au 18e siècle, en réponse à deux développements importants. D'abord, l'expansion de l'esclavage africain dans les Amériques, donc la vente d'êtres humains de l'Afrique vers l'Amérique. Je vais vous rappeler que c'est une histoire très complexe. Hein, qui vend les Africains aux Européens? C'est beaucoup des Africains qui sont noirs eux aussi. C'est une histoire très, très complexe en Afrique. Donc, ce n'est pas juste une histoire blanc contre noir. C'est aussi beaucoup de gens qu'on va amener en Amérique, hein, entre 12 et 20 millions. Mais c'est autant de personnes qui vont être tuées par Staline durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est beaucoup de gens, c'est très mécanistique, c'est terrible, mais c'est un drame parmi tant d'autres dans l'histoire de l'humanité. Donc, je trouve ça important de relativiser ça. Mais la différence entre Staline et ses morts et l'esclavage, c'est la profondeur de la honte, de la haine qu'on va associer aux Noirs qui n'existent pas. Dans le cas, par exemple, des Russes, de Staline, des Allemands, etc. Profondeur, la longévité de la honte qu'on va associer avec les corps noirs. Et donc, ce développement-là de l'esclavage s'accompagne aussi de cette chose formidable qu'on appelle la colonisation, l'impérialisme colonial, où on va asservir d'autres peuples. Et ça s'accompagne du développement des Lumières, dans lequel on va chercher à tout catégoriser. Ça, c'est ce qui est remarquable chez les Lumières. Ils créent des catégories, on peut comprendre, qui sont intelligibles. Ça va bien avec les mots, les idées, les insectes, l'art, pour définir des mouvements d'art, mais aussi pour les critères esthétiques. C'est ainsi que sous les Lumières que naît la catégorie de race. Qui est quoi? Dès le départ, une représentation visuelle, hiérarchique des différences entre les corps humains. Et comme on est aussi en train de classer l'esthétique
Et on va casser les animaux, on va classer les différences. On va créer une hiérarchie de la beauté associée à ces races. Et on va poser la question, qu'est-ce que la beauté raciale? Et son corollaire, qu'est-ce que la laideur raciale? Et avec ces questions vient l'idée que les races humaines ou les caractéristiques physiques biologiques sont intrinsèques à l'humain, comme si ça ne bougeait pas, hein, c'était comme immuable. Et ça, c'est un changement d'idée très important. Parce que jusque-là, on avait l'idée, jusqu'au 18e siècle, que les humains étaient le produit de l'environnement dans lequel ils étaient. Si vous étiez un noir en Afrique, vous étiez foncé à cause que vous étiez constamment exposé au soleil. Donc, votre corps a créé une protection. Et avec ça venait le nez plus large, parce qu'il y avait, dans la manière de respirer, il y avait besoin de plus d'air. Je ne sais pas à quel point c'est scientifique, mais en tout cas. Et venait avec ça la passion des Africains, mais aussi avec la chaleur, l'indolence. Hein? S'il fait chaud, vous êtes un petit peu moins speedy, ça c'est clair. La contrepartie de ça, c'est qu'on croyait que les Européens, eux aussi, l'environnement les transformait. Donc, pourquoi les Européens avaient des barbes? Parce qu'il faisait froid, il fallait protéger la peau. Hein? Si on se fie à cet argument-là, au Québec, il fait beaucoup plus froid qu'avant, depuis quelques années. Mais aussi, le courage et l'idée de l'industrie des Blancs, quand il fait froid, hein, vous vous activez un peu plus, donc ça expliquerait le rythme de vie un peu différent. Ça, c'est la conception du 17e, 18e siècle de la différence entre les corps. Avec l'apparition des races, c'est autre chose qui se produit dans notre conception des différences entre les races. Parce que c'est intrinsèque. Donc, peu importe où on déplace la personne, continue à être pareil. Son corps continue à être le même. Et ça, comme par hasard, ça fait bien plaisir aux commerçants d'esclaves. Qui sont les plus grands commerçants au 18e siècle d'esclaves? Ce sont les Anglais, mère patrie des États-Unis. C'est eux qui, de loin, dominent complètement le commerce des esclaves, qui avait été dominé avant par les Pays-Bas, la France, l'Espagne. Mais là, c'est vraiment la Grande-Bretagne qui possède donc les Antilles très, très lucratives, comme la Barbade, la Jamaïque, mais surtout les colonies américaines. Et c'est vraiment avec l'arrivée de l'esclavage moderne et la catégorisation que pour la première fois, on va émerger un discours dans lequel la seule vision qu'on a du corps des Noirs, c'est l'idée qu'ils sont singulièrement ou uniformément laids. C'est associé à ce moment-là. Que là, le discours, au lieu d'être complexe, multiple, varié, devient singulier. Et c'est donc associé à un contexte historique spécifique. C'est aussi un contexte historique spécifique parce qu'au même moment où se développe ce discours-là, pour ceux qui sont moins familiers avec l'histoire de l'esclavage, c'est le moment particulier où l'esclavage commence à être questionné. En 1750, les Lumières, ils s'intéressent à toutes sortes d'idées, commencent à remettre en question l'idée que l'esclavage, c'est correct. Puis on va se mettre tranquillement à voir émerger des idées abolitionnistes. On va se mettre à abolir l'esclavage progressivement. Mais ceux qui veulent continuer d'acheter des humains et de les exploiter parce que c'est super lucratif, puis parce que c'est beaucoup plus facile d'obliger les gens à travailler sous le soleil de plomb de la Louisiane à 48 degrés Celsius l'été, hein, quand vous êtes obligé de le faire. Ceux qui veulent continuer de le faire, eux, ils vont devoir trouver des arguments pour justifier la continuation de cette pratique-là, d'où la transformation des arguments. Et ce qu'on va dire, à partir on va éliminer les arguments environnementaux, où on dit que c'est l'environnement, pour dire que dans le fond, oui, c'est intrinsèque au corps, et que par nature, donc les Noirs sont plus laids, mais sont aussi inférieurs dans l'ordre du
du développement humain. Donc, quand on fait les catégories d'humains, les catégories de mammifères, dans ce système-là, les Noirs sont plus bas dans la hiérarchie. Il y avait des références bibliques dans lesquelles on peut retourner parfois pour expliquer la différence entre les peuples, mais ça ne sera jamais aussi efficace que ces tableaux. Et si on va voir un peu de ces classifications-là émerger en France, c'est aux États-Unis qu'elles deviennent les plus sophistiquées, les plus développées, les plus scientificisées. Le plus grand spécialiste de la question raciale, c'est un Suisse qui va s'appeler Louis Agassiz. Il va avoir une chaire à l'Université Harvard. Celui qui va faire le tableau que vous avez devant vous, c'est deux auteurs, mais un en particulier qui vit en Alabama, grand lieu de Haut-Savoie, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est lui qui va donc créer ce tableau-là. Et de plus en plus, ce qu'on va dire, donc, ce n'est pas le noir, n'est pas ce qu'il est à cause de la circonstance d'environnement dans lequel il est, mais à cause de sa nature intrinsèque. Et qu'est-ce qu'il est, le noir? Et en fait, c'est que ses caractéristiques physiques deviennent sa destinée. Et qu'est-ce que c'est sa destinée? Être travailler, être ignorant, être inférieur, être esclave. On va donc reconceptualiser à l'ère moderne la race dans des termes beaucoup plus biologiques et physiologiques, et donc plus dans le corps et dans l'apparence que par le passé. On va donc renforcer l'importance de l'apparence. Et c'est ainsi que la beauté et la laideur, ce qu'on pense être la beauté, ce qu'on pense être la laideur, en viennent à définir ce que c'est. C'est quoi votre place dans le grand ordre humain et dans l'inégalité humaine. Et c'est là un point tournant du racisme américain, cette conceptualisation-là. On n'est plus beau ou laid parce qu'on est avec des bons gènes et de beaux parents. On est beau ou laid parce qu'on est blanc ou noir. Et la race et la beauté deviennent des catégories enchevêtrées à travers lesquelles les corps sont perçus, regroupés, ordonnés. Et c'est ainsi que la race biologique moderne est créée. Quand on crée la race, on présume d'emblée que les Noirs sont laids. Et dans l'idée de la race humaine, il y a donc ces caractéristiques physiques essentielles qu'on va se mettre à déterminer, à chercher, à dire d'où ça vient. Et l'excellence physique, l'ultime beauté, elle vient d'où? Elle vient des dieux grecs, bien évidemment. Ici, c'est une représentation, parce que la race, c'est le blanc-noir, puis il va y avoir plein de catégories intermédiaires. Ici, le noir, avec des traits exagérés sur cette photo-là. L'anglo-teuton, au centre, référent. Puis à gauche, à droite, je m'excuse, l'Irlandais, qui est comme un peu avec poche du noir, sans voir la peau, le visage un peu similaire. Mais en fait, ce qu'on va montrer, c'est que les Blancs sont comme des dieux grecs. Et on va se mettre à représenter les Européens comme étant des représentations des statues grecques qu'on retrouve alors dans les musées et qui ont été remis depuis la Renaissance et avec les lumières à l'avant-plan. Et là, on va mettre donc les crânes, c'est scientifique, le noir et en dessous, le chimpanzé, pour bien montrer la hiérarchie des humains. Et si, c'est pas un exemple américain, la Vénus autochtone, il y a un magnifique film qui s'appelle La Vénus noire, qui a été fait par un Français, c'est très dur, très beau, et qui montre à quel point on va exagérer le corps. La Vénus autochtone, c'était donc une femme qui vient d'Afrique du Sud, qui va être présentée comme une bête de foire dans les cirques anglais et français, à l'époque dont je vous parle, fin 18e, début 19e siècle.
Et ici, on a une représentation de la Vénus Hottentote qui était particulière parce qu'elle avait les fesses très, très, très rebondies. Elle avait un bon arrière-train. Vous remarquez que c'est quand même presque commun de nos jours. Mais regardez la représentation. On va prendre une statue grecque plate, qui n'est pas la femme occidentale moyenne, puis on va complètement exagérer les fesses. Regardez, on voit la vraie représentation de la vraie, puis l'autre, c'est comme ça, pas d'allure. C'est vraiment magnifier les différences pour déshumaniser le corps des femmes noires. Et dans ce cas-ci, la Vénus Hottentote, ça va faire le tour du monde. C'est une bête de foire, surtout en France. Mais en plus de ça, on va faire l'image fait le tour du monde, ça se rend jusqu'aux États-Unis. Ça, c'est publié dans les journaux américains de la période. Dans la version suprémaciste blanche de la beauté raciale, les blancs sont comme des dieux grecs. Et les noirs sont mis ressemblant à des primates. Quelle formidable classification. Hein? C'est très efficace. Et c'est complètement intégré par tous les gens qui voient ces ouvrages qui sont scientifiques, mais qui sont largement diffusés dans des versions vulgarisées, dans des conférences comme aujourd'hui, qui sont données par ces spécialistes-là, puis par d'autres spécialistes locaux, et ensuite enseignés dans les écoles, dans les cours de sciences, et donc disséminés dans la société profondément au 19e siècle. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va se mettre à associer la race à certaines parties du corps. Jusque-là, où on inscrivait la différence? C'est sûr qu'il y a une différence entre les blancs et les noirs. Il y a une différence, là, visible, visuellement, on la voit. Mais ce qui est drôle, c'est à quel point, à différentes époques, on n'a pas donné du sens aux mêmes différences. Qu'est-ce qu'on notait? Donc, tantôt, je vous ai parlé de la douceur de la peau, des cheveux, etc. Dans les années 1500-1600, le commentaire qui revient le plus, c'est la question des vêtements, quand on voit les Africains. Et en fait, le fait qu'ils n'en portent pas. La nudité. La nudité, choquante, mais on remarque beaucoup la nudité des Africains et les seins des femmes. Ça, c'est une image du 19e siècle. Mais les seins des femmes, il y a beaucoup de choses écrites sur les seins des femmes africaines parce qu'en Europe, on ne les voit pas ou ils sont devinés, mais c'est comme quelque chose de très remarquable dans les seins. Au 17e, 18e siècle, c'est la couleur de la peau qu'on remarque. On parle beaucoup de la couleur de la peau. À la fin du 18e, 19e, on va commencer à décider que la couleur de la peau, c'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes blancs qui vont avoir des rapports sexuels avec les femmes noires. Parfois qu'on s'entend, mais la majorité du temps, non. Et ces relations-là vont mettre au monde des enfants. Des enfants qui vont avoir le statut de la mère. En esclavage, hein, c'est le statut de la mère qui donne le statut de l'esclave. Et ces enfants-là ne seront pas très noirs. La couleur de la peau ne sera pas très noire. Mais généralement, il va rester des traits qu'on pourrait associer plus aux Africains. Pas sur plusieurs générations, mais dans les premières générations. Donc, la couleur de la peau ne peut plus devenir un référent. Parce que là, ça brise nos catégories raciales qui ne fonctionnent plus tout à coup. Et donc, on va s'intéresser beaucoup moins aux femmes, beaucoup plus au corps des hommes, parce que les femmes, c'est souvent nos concubines, nos maîtresses. Donc, on va parler du corps des hommes noirs. Jusque-là, on avait mis l'accent sur le corps des femmes. Et on va argumenter. Est-ce que c'est la mâchoire, l'espèce de mâchoire très exagérée? Est-ce que c'est les cheveux, le cheveu crépus? Ou la voix? Je ne sais pas s'il y avait les voix, on n'est pas dans l'enregistrement, mais la voix a été très différente. Et donc, on cherche à déterminer dans le corps où est le centre, le locus de l'essence noire. Puis bien évidemment, les scientifiques, comme hier, comme aujourd'hui, ça ne s'entend pas. Et donc, la blackness, l'essence noire, va se déplacer dans les ouvrages scientifiques, dans les corps, et on ne va pas s'entendre sur où ils sont. Les seins, la couleur de la peau, la mâchoire, les cheveux, ou le derrière des femmes, comme la Vénus Hottentote. Hein? C'est quoi, la blackness? C'est une catégorie fluctuante, et ça nous témoigne toujours de la mutabilité, toujours de la beauté.